Aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière cette fusion entre Célestin Tawamba et Protea Yama? Qu'en est-il de l'avenir des entreprises, de la compétitivité de ces entreprises en question? Des voix s'élèvent déjà pour contester cette fusion entre le JICAM et ECAM. On en parle dans l'invité de la semaine aujourd'hui qui a le plaisir de recevoir la directrice exécutive du groupement interpatronal du Cameroun, Aline Valérie Bono. Aline Valérie, bonsoir. Bonsoir Lily. Comment vous allez? Je vais très bien. Et le JICAM, l'actualité, tout se passe bien? Le JICAM se porte bien. L'actualité du JICAM hier comme aujourd'hui, c'est défendre les intérêts des entreprises. Parlant justement d'entreprise, parlant d'intérêts, il y a cette fusion entre ECAM et JICAM, ça fait grand bruit. De prime abord, c'était quoi l'intérêt de cette fusion? L'intérêt de la fusion, avant de parler de l'intérêt de la fusion, il serait bon quand même de faire un petit rappel historique qui peut, si vous le voulez bien, faire office d'origine de la fusion. Il est bon de rappeler que ECAM, entendez Entreprise du Cameroun, a été créée en 2008 à la suite d'un profond désaccord entre certains membres du JICAM et l'équipe dirigeante en son temps. Donc, ECAM est donc créé effectivement en 2009 et M. Célestin Tawamba, actuel président du groupement interpatronal du Cameroun, dans son programme, le JICAM en action, qui le portera à la tête du JICAM en 2017, avait inscrit en priorité l'unification du patronat. Et je pense que les adhérents du JICAM devraient se souvenir d'ailleurs de son discours d'investiture en juin 2017, qui, dans un paragraphe bien précis, tendait la main à toutes ces organisations qui avaient été créées à la suite des désaccords et qui avaient tourné le dos à la maison JICAM, et il leur tendait donc la main pour revenir à la maison. Donc, ça c'est l'origine lointaine, mais encore beaucoup plus récemment, à la suite donc de cette main tendue, le 17 janvier 2019, il y a eu la signature d'une entente entre le JICAM et ECAM sous le nom de coordination patronale. Tout à fait, on a couvert d'ailleurs cet événement. Exact, sous le nom de coordination patronale. Et cette instance de concertation avait pour objectif principal d'harmoniser les positions des deux patronats sur un ensemble de sujets, notamment le dialogue public-privé, le dialogue social, notamment tout ce qui est réforme fiscale, et également, pour ne citer que celle-là, la révision de la réglementation sur l'incitation aux investissements en République du Cameroun. Donc, sous le couvert de cette instance de coordination, on a fait un ensemble de propositions qui ont donné lieu à des résultats qui étaient plutôt satisfaisants. Au rang de ces résultats, là, on peut citer vraiment, sans vouloir s'étendre longtemps sur le sujet, le fait que la révision de la loi d'avril 2013 sur les incitations aux investissements, la réforme du Cameroun Business Forum, parce que vous devez le savoir, on appelle cette réforme de tous nos voeux depuis longtemps. Donc, les résultats qui ont été obtenus par cette instance font de ces deux points, la révision de la loi, la réforme du Cameroun Business Forum, des repères dans le nouveau programme économique du FMI au Cameroun. Alors, en français facile, un repère, c'est quoi? C'est juste des points qui vont servir d'indicateurs au moment où viendra l'évaluation de ce programme économique et qui devront donc dire si le Cameroun a été conforme ou pas. Donc ça, c'est des résultats palpables, c'est des résultats susceptibles de donner... C'est ça qui a motivé la suite? Voilà, c'est ça qui a motivé la suite. Et également, on a également, sous le couvert de cette instance, fait des propositions de réformes fiscales qui ont donné lieu dans la loi, la récente loi des finances 2023, à certaines propositions pour l'amélioration de la fiscalité des PME notamment. Et également, on a pu voir inscrit à l'ordre du jour des discussions sociales, la révision du Code du travail et la révision du SMIC encore plus récemment. Donc, sur la base de ces résultats, les conseils d'administration du JICAM et d'ECAM ont décidé à l'unanimité, c'est très bien de le rappeler. On verra ça tout à l'heure, oui. Oui, de fusionner les deux entités pour aller encore beaucoup plus loin
que cette simple instance de coordination. Mais sauf que ça, depuis 2019, nous sommes en 2023, ça a quand même mis du temps. 4 ans. Oui, pour qu'on puisse arriver à une fusion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Alors moi, si j'étais... Parce que même la signature, il y a eu beaucoup d'hésitations. Et après, on vous a dit, attendez, jusqu'à ce que l'affaire soit actée. Alors, des hésitations, je ne sais pas. Quelles sont vos sources? Parce que de ma fenêtre, je n'en ai pas vu. Maintenant, juger de l'opportunité du temps de la signature de la fusion, je saurais le faire si j'étais maîtresse du temps. Mais je ne le suis pas. Donc je ne sais pas dire pourquoi ça a mis tant de temps. Mais je sais vous dire que c'était un processus. Et comme tout projet, on sait quand on commence et on ne sait pas à quel moment est-ce que ça aboutit. Et le choix du moment, c'est juste fait de manière parfaitement naturelle sur la base de l'évaluation de ce qui a été fait sous cette instance de coordination. Il est bon de rappeler que cette instance de coordination avait un suivi et les deux présidents se réunissaient régulièrement pour évaluer les résultats obtenus sous le couvert de cette instance. Et la décision de fusionner les deux entités s'est naturellement prise à ce moment-là. Pourquoi maintenant? Parce que la question demeure, c'est-à-dire que les gens ont commencé les négociations bien avant, travaillé ensemble, parce que ECAM et JICAM, on connaît l'histoire, vous l'avez rappelé brièvement tout à l'heure, mais pourquoi en 2023? Pourquoi cet instant T? Pourquoi est-ce que maintenant ou pas maintenant devrait être le problème? Le problème, c'est d'aboutir à quelque chose qu'on a commencé. On sait mettre des énergies dans un projet, on sait mettre du carburant pour que ça avance, mais on ne sait pas à quel moment est-ce que le projet va aboutir sous la forme qu'on aurait voulu dès le départ. Je dois vous dire que dans sa main tendue de 2017, je pense, je ne suis pas dans la tête du président Tawamba, mais je pense qu'il avait vu cette fusion beaucoup plus tôt qu'elle n'a été effective. Mais il était également bon, de mon point de vue, maintenant, de pouvoir évaluer ce que les deux entités pourraient faire ensemble, de pouvoir juger de l'opportunité de se mettre ensemble et de pouvoir éventuellement voir quels sont les résultats qu'on pourra obtenir en étant ensemble. Donc, la question du moment, je le dis encore, je ne suis pas maîtresse du temps. On connaît ce qui a opposé ces deux groupes au Cameroun et du coup, permettez-moi de vous demander, est-ce qu'il y a de la sincérité dans cette fusion au regard du travail que vous avez mené? Vous êtes en interne, vous maîtrisez. Est-ce qu'il y a vraiment de la sincérité? Parce que jusqu'à présent, on se dit, pour des personnes qui sont regardées un tout petit peu en chien de faïence hier et qui reviennent travailler ensemble, pourtant avant il y avait des conditions qui ne marchaient pas, est-ce que c'est sincère? Alors, est-ce que c'est sincère? Nous sommes en train de parler des deux organisations patronales les plus représentatives du Cameroun, c'est-à-dire des organisations sérieuses, des organisations qui ont des instances dirigeantes établies et au sein desquelles il y a des personnalités de ce pays. Alors, juger de la sincérité de la signature du traité... Il y a d'autres groupements. Ça pouvait être... pas seulement ICAM, mais il y a d'autres mouvements qui existent. Je ne voudrais pas les citer ici. Pourquoi pas d'autres? Je me suis laissé dire, parce que je n'étais pas encore au JICAM, je me suis laissé dire que les approches du président Tawamba concernaient toutes les organisations. Et elles concernaient toutes les organisations. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas maîtresse du temps. Lui non plus. Et aucun de nous ici. Et si ECAM a été celle dans la tête de qui ça fait plus de sens et plus vite, ne jugeons pas de ce que les autres organisations feront demain. Je ne saurais pas dire ça. Et je pense que vous... On a quand même d'autres qui ont dit nous prenons acte. Alors, il y en a d'autres qui sont peut-être encore en train de réfléchir, on n'en sait rien. Toujours est-il que ce discours a été tenu à ces organisations-là dans leur ensemble et on a pu obtenir des résultats plus rapides avec ECAM. Parce qu'il faut le rappeler, le président Tawamba et le président Protais Ayangma ont pratiquement le même ADN de la vie associative. Voilà, peut-être que ça a aidé les choses, j'en sais rien. Mais je sais dire que ces deux organisations sérieuses qui sont dotées d'organes, d'instances de dirigeantes assez sérieuses pour prendre des résolutions sérieuses. Alors, pour ceux qui nous regardent, les objectifs derrière une pareille fusion, c'est quoi? Parce qu'on a l'impression que ça va être juste un groupement d'amis, de petits copains, mais est-ce que les objectifs recherchés par cette fusion-là pourraient satisfaire l'intérêt général? Alors, il est bon de rappeler déjà
que l'émiettement des positions patronales n'aide pas le patronat. L'émiettement des positions patronales n'aide pas l'entreprise. Parce que par le passé, vous avez dit se regarder en chien de faïence. Je n'aurais pas utilisé le même terme, mais je dis avoir des tons différents sur les mêmes sujets rend le patronat totalement inaudible. Donc l'objectif de mon point de vue et du point de vue des signataires du traité, c'est de pouvoir rendre unique le ton du patronat pour avoir beaucoup plus de résultats et des résultats encore, de les obtenir beaucoup plus vite encore. Donc il n'y a pas... il y aurait difficilement un autre objectif parce que il est peut-être... vous le savez suffisamment, mais peut-être que je le dirai encore pour le marteler. La vie associative, elle est totalement bénévole parce que ce sont des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie et des fois de leur argent pour défendre des intérêts généraux, pour défendre les intérêts d'un groupe et en l'occurrence l'entreprise. Donc l'objectif de cette fusion, c'est de renforcer le patronat, c'est de faire un patronat beaucoup plus fort, beaucoup plus unifié pour avoir pratiquement un seul interlocuteur face à notre partenaire privilégié que sont les pouvoirs publics. Sauf qu'on a célébré cette fusion, tout le monde était OK, ça fait la une des journaux, des médias traditionnels, des réseaux sociaux. Mais quelques jours après, vous avez parlé de l'intérêt général, mais il y a que certaines voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que non, il s'agit d'une fusion stratégique pour permettre au président du JICAM de s'éterniser. Je suis sûre que vous avez lu également ça, de s'éterniser à la tête du JICAM. Alors, je ne sais pas quelles sont vos sources et quelles sont vos lectures, mais je sais vous dire que le traité de fusion a été signé le 5 avril. Nous sommes le 26 avril et 21 jours après, nous n'avons reçu aucune requête d'un membre ou d'un adhérent du JICAM et même des CAM qui s'opposeraient à cette fusion. On n'a pas reçu. Mais une fois que j'ai dit ça, j'aimerais quand même affirmer quelque chose qui est un principe primordial pour une association comme le JICAM, c'est la démocratie associative. Tout membre et adhérent du JICAM est dans son droit de s'opposer à une décision qui a été prise par l'exécutif du JICAM. Ce qui est important à la fin de la journée, c'est de préserver l'intérêt commun au-delà des intérêts individuels qui sont tout à fait naturels. Hein. Mais il se trouve que quelqu'un peut s'y opposer parce qu'il n'a pas suffisamment cerné les contours de cette fusion. Il n'y a pas vu rapidement son intérêt ou l'intérêt de son entreprise, ou alors de sa fenêtre, il ne voit pas l'intérêt du groupe. Mais à la fin de la journée, ce qui est important, c'est de pouvoir fédérer toutes les énergies et de pouvoir s'assurer que tous les membres du JICAM, à qui le JICAM appartient, et tous les membres des CAM, je me permettrai de parler des CAM, à qui ECAM appartient, parlent d'une voie unifiée pour aller vers ce projet. Madame la directrice, sauf que dans les médias, les colonnes qui nous ont été proposées, ce n'est pas n'importe qui. Je vais me permettre de citer cette sortie d'Emmanuel Wafo, qui est quand même de la commission économie. Une sortie pareille de quelqu'un qui est à l'interne dans le JICAM, ça peut quand même s'aimer le doute dans l'opinion publique, même au sein des entreprises. Alors, les généraux de guerre vous le diront, et mon père me l'a suffisamment rappelé, que pour diriger de manière efficace une équipe, il faut 80-20. 80% de personnes pour et 20% de personnes contre. Parce que sinon, on se retrouve des fois à prendre des décisions qui sont comme des... J'ai envie de dire des lettres à la poste, mais ce n'est pas le bon terme. Alors, vous me parlez d'une sortie de monsieur le président de la Commission économie et développement d'entreprise que je n'ai pas lue. Malheureusement, j'aurais beaucoup de peine à commenter une sortie que je n'ai pas lue. En principe, il a dit qu'il a saisi le comité des sages, et je suis maîtrisée puisque vous êtes la directrice exécutive jusqu'à présent, et dans ses propos, c'est que c'est une stratégie, derrière cette fusion se cache une volonté
du président du JICAM de s'éterniser à la tête du groupement interpatronal. Ça fait que depuis, c'est quand même, ce n'est pas une personne lambda qui se met au devant de la scène et qui parle. Donc maintenant qu'on a la chance de vous avoir, peut-être ce sera important de clarifier un certain nombre de choses, de nous dire exactement ce qui se passe en réalité et est-ce qu'on peut douter de ce qui se lit ça et là. Alors je vais vous le redire un peu plus lentement. L'organe permanent du groupement interpatronal, dirigé par ma modeste personne, n'a reçu aucune requête d'un membre, d'un président de commission ou qui que ce soit. Et je le rappelle, la décision de fusion a été prise à l'unanimité par le conseil d'administration. Alors s'il y avait une requête qui serait adressée au comité des sages, ça passerait par les services permanents du JICAM. Et je n'ai pas été au courant de cette requête-là. Et je continue de dire que j'aurais été très à l'aise de commenter avec vous, même si ce n'est pas mon rôle, la position d'un membre du JICAM qui plus est président d'une commission technique au JICAM. Mais malheureusement, j'aurais de la peine à commenter cette position que je ne connais pas et que je n'ai pas pris la peine de lire parce qu'elle ne m'a pas été adressée, elle n'a pas été adressée au JICAM. Donc, alors, je sais vous dire également que cette fusion, je voulais rappeler, a une origine, a un historique qu'il est bon de ne pas perdre de vue. Et le moment de la fusion est une fois de plus un moment qui ne peut pas être discuté parce que personne n'est maître du temps. Alors, est-ce qu'il y aurait tout ce qui est théorie complotiste, je pense, très mal placé pour pouvoir en parler, parce que, je vous le rappelle, mes fonctions au JICAM sont des fonctions, ne sont pas des fonctions électives. Mais vous pouvez quand même me rappeler comment ça se passe, l'élection, en quelques mots, pour permettre aux gens de comprendre à la tête du JICAM. C'est-à-dire que, parce que dans l'opinion publique, après sa sortie, les débats vont bon train, les commentaires sont libres. On vous dit, c'est un renfort qu'on a cherché de l'extérieur pour l'intérieur. Donc maintenant que vous êtes là, comment le mécanisme en quelques mots pour être à la tête du JICAM, c'est renouvelable? Est-ce qu'avec la fusion avec l'ICAM, l'ICAM sera en bonne place pour participer à l'élection du président du JICAM? Alors, déjà, alors vous avez posé beaucoup de questions, ça s'entremêle un peu. Je vais, non, peut-être avant de résumer, je vais clarifier un ensemble de choses. J'ai dit que je n'allais pas commenter les positions complotistes parce que je les connais pas, mais les faits sont là, ils sont têtus et c'est bon souvent de rappeler les faits. Alors les faits, puisqu'on parle du président actuel du JICAM, il est bon de rappeler que le président a été élu en 2017 pour un mandat de 5 ans et qu'après son élection, il a révisé les statuts du JICAM pour amener le mandat à 3 ans, renouvelable une fois. Et que, contre toute attente, il s'est appliqué cette réduction. Ce qui, déjà, du point de vue totalement légaliste, ne devrait pas se faire parce que c'est la rétroactivité. Il s'est appliqué cette réduction, donc il a ramené son premier mandat à 3 ans. Et ensuite, il a été réélu en 2021 pour un mandat de 3 ans. Alors, ça, c'est juste les faits, qui ne souffrent pas de commentaires. Et maintenant, qu'est-ce qui est censé se passer? C'est qu'on a une centrale patronale qui sera unifiée et qui sera donc enrichie des 400 membres de ECAM qui viendront s'ajouter aux milliers de membres du JICAM. Et il est loisible de comprendre que le prochain bureau devra être élu par tous les membres de la nouvelle centrale. Ça, c'est les faits. Voilà. Et donc, cette personne-là qui devra être élue, si les textes de la nouvelle structure sont à l'image de ce qui se fait actuellement, c'est des scrutins des listes qui devront donc intégrer toutes les composantes de la structure patronale unifiée.
D'accord, là au moins c'est clair, ça permet aux autres d'avoir leur opinion là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette fusion apporte donc aux entreprises? Alors les entreprises, il faut le dire, les membres du GICAM sont les propriétaires du GICAM, les vrais propriétaires du GICAM. Et les entreprises, dont par voie de conséquence, sont des bénéficiaires de cette fusion. Je fais une différence entre membres et entreprises, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise gagne? Avoir une centrale patronale plus forte, qui se positionnera définitivement comme l'organisation patronale la plus forte et la plus représentative d'Afrique centrale et, dans une certaine mesure, d'Afrique francophone, c'est d'avoir donc au service des entreprises une organisation qui leur apportera des solutions probantes, palpables, et à même d'améliorer l'environnement des affaires. Voilà ce qu'elle gagne. Qu'est-ce qu'elle gagne? Je vais vous prendre un exemple simple. Quand un plaidoyer est fait pour améliorer une réglementation, améliorer notre système fiscal, et qui donne lieu à la révision de la réglementation pour acter cette amélioration qui a été proposée par le patronat, quand vient le moment de la mise en œuvre de cette réglementation, on ne choisit pas, on ne tire pas au sort les membres du GICAM à qui on va l'appliquer. On l'applique à tout le tissu industriel et toutes les entreprises en profitent. Donc, une fois de plus, le bénéficiaire de cette opération, c'est l'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises souffrent énormément. On a parlé d'un souffle nouveau avec cette fusion. Désormais, il y a quand même deux valeureuses têtes qui vont pouvoir travailler ensemble. Il faut que les entreprises y croient alors finalement, que désormais avec Célestin Tawamba, Procter & Gamble, ces deux mouvements patronaux, on pourrait y avoir quelque chose de plus costaud pour défendre véritablement les intérêts de ces entreprises qui souffrent de plusieurs problèmes. On l'avait évoqué la dernière fois aujourd'hui. Très bien. Alors, vous rappelez à juste titre le contexte difficile dans lequel nous évoluons parce que tout le monde voit l'évolution, la cherté de la vie, tout le monde voit l'inflation galopante. Qui, bien qu'importée, nous impacte aussi bien et aussi fortement que tous les autres pays. Donc tout le monde voit ça dans cet environnement qui est d'autant plus difficile et qui peut des fois être vicié, et le mot est choisi à juste titre. Cet environnement gagnerait justement à avoir un interlocuteur aussi fort qui fait le contrepoids des pouvoirs publics qui ont la charge de mettre en œuvre les politiques publiques. Et donc, dans cet environnement, plus que jamais, on gagnerait à avoir ce patronat-là qui serait plus une machine à solution qu'un instrument à plaidoyer, de par sa représentativité, de par sa puissance, de par son unicité de ton. D'accord. Maintenant, what next? Il y a la fusion qui est déjà actée, ce sera opérationnel à partir de 2024. On se demande bien, c'est quoi la suite? Alors la suite, une fois que toutes les diligences qui sont prévues par le traité de fusion que vous avez reçu seront accomplies, notamment la ratification de ce traité par l'Assemblée générale extraordinaire du GICAM, constituée de membres du GICAM, et que la nouvelle structure unifiée sera constituée, les nouveaux dirigeants auront entre leurs mains, je me répète, un organe puissant qui permettra clairement d'avoir des solutions palpables pour les entreprises, pour pouvoir améliorer l'environnement des affaires dans plusieurs domaines, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine du foncier, dans le domaine de l'énergie, dans tous ces domaines-là qui aujourd'hui sont des chevaux un peu boiteux de notre environnement des affaires. D'accord. Et pour terminer, il faudrait rassurer l'opinion publique qu'il n'y aura pas de guerre de président. Mais non, il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment pas de raison qu'il y ait une guerre, une quelconque guerre. Il n'y a pas raison parce que nous sommes, je le répète, dans une démocratie associative et que la démocratie sera préservée et que le choix des prochains dirigeants sera fait tel que c'est prévu
par les membres du JICAM et les membres EDECAM qui sont les vrais propriétaires de ces deux organisations. Ce sera quand ? Alors, ce sera, je ne saurais pas vous dire parce que tout dépend du calendrier qui sera déroulé après la ratification par l'Assemblée générale extraordinaire. D'accord, on attend vivement cette assemblée-là. On est aussi déjà à la fin de cet entretien. S'il y avait quelque chose à dire à ces entreprises, à ces opérateurs économiques qui regardent les médias, qui lisent la presse et qui regardent tout sur cette fusion-là, vous leur direz quoi aujourd'hui, avec toutes ces voix qui s'élèvent, avec chacun son discours, avec beaucoup d'incertitudes, vous leur direz quoi? Je leur dirais que cette fusion a pour objectif non négligeable de panser les blessures qui ont été créées par la scission de 2008, de rendre notre patronat beaucoup plus fort, de le rendre beaucoup plus représentatif, de permettre que toutes les strates de l'entreprise qui y sont représentées, des petites entreprises aux très petites, aux moyennes, aux grandes, puissent créer une sorte de synergie qui nous permet de trouver des solutions idoines qui renforcent la compétitivité des entreprises et permettent donc leur pérennité dans un contexte aussi difficile que le nôtre. La main reste ouverte à d'autres mouvements patronaux? C'est pas à moi de tendre la main. Une fois de plus, je resterai strictement dans mon rôle et je laisserai le choix aux prochains dirigeants de continuer de pouvoir tendre la main aux autres organisations. Tout ce que nous, on espère, c'est qu'on puisse améliorer le climat des affaires et que le patronat, de façon générale, puisse jouer véritablement son rôle pour qu'on puisse lever quand même la tête de l'eau. Aline Valérie Mbono, directrice exécutive du JICAM, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Lille, c'est toujours avec plaisir. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres pour cette autre sortie de l'invité de la semaine qui recevait dans son fauteuil Aline Valérie Mbono, que vous regardez, que vous écoutez, que vous avez l'habitude de suivre sur Canal 2 International. Je vous reviendrai la semaine prochaine certainement avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.